Il me revient l'honneur de présenter l'exposé suivant, La guerre au Yémen, quelles en sont les véritables causes? En l'absence de mon ancien professeur à Saint-Cyr, Thomas Flichy-Danville, qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui, qui m'a demandé de le remplacer. Cette question, donc, la guerre au Yémen, quelles en sont les véritables causes, est intéressante pour le terme véritable. Pourquoi véritable? C'est un terme qui est ambitieux, parce que c'est difficile de savoir quelles sont les véritables causes. Ensuite, c'est aussi un terme primordial, parce que si on arrive à comprendre quelles sont les véritables causes de ce conflit, eh bien, peut-être qu'on arrivera à réduire finalement l'incertitude et le brouillard qui dérobe à nos yeux l'avenir à court et moyen terme du Yémen. Pour répondre à cette question, je vais me focaliser sur 4 points, 4 développements. Le premier sera un développement géographique, puisqu'il s'agit de l'espace physique et civilisationnel du Yémen. Le second sera le chemin vers l'islamisation de l'histoire. Le troisième sera les évolutions du chiisme au Yémen. Et enfin, je terminerai par une analyse entre 2 théories, la théorie de la partition et la théorie tribale. Tout d'abord, l'espace physique et civilisationnel. Le Yémen est un haut pays privilégié par les conditions naturelles, à l'origine. Pourquoi? Cela a été dit, la densité de la population est en effet importante. Et ensuite, le Yémen, au niveau topographique, est installé sur des hauteurs. Ces hauteurs sont irriguées en quantité, et cela prédispose le Yémen à l'agriculture et une richesse de la terre. Et c'est donc sur ce terrain favorable à l'homme que s'est développée une population de forte densité. Ensuite, c'est également une civilisation, le Yémen à l'origine, ce sont 2 civilisations. Tout d'abord une population du sud, qu'on qualifiera de policée, puisque ces populations-là étaient des fermiers, des bâtisseurs, qui ont réalisé de grands ouvrages. Et au nord, au contraire, on retrouvait au niveau de l'Arabie, dans son ensemble, pas qu'au Yémen, mais au nord, on retrouvait plutôt les Bédouins, qui eux avaient su exploiter notamment les possibilités du dromadaire. Donc on retrouve ici 2 peuplades très différentes, dont les langues n'étaient pas les mêmes à l'origine, même si elles étaient proches. Et 100 ans avant l'émergence de l'islam, des conflits éclataient régulièrement entre ces 2 populations, les Bédouins au nord et les populations du sud. Ensuite, le Yémen, par sa disposition géographique, est un parfait intermédiaire entre l'Inde et la Méditerranée. Effectivement, ce rôle d'intermédiaire a permis au départ au Yémen et aux populations du Yémen de s'enrichir, notamment grâce à l'exportation des marchandises, mais grâce justement à ce rôle d'interface que jouait le Yémen. Cet enrichissement a permis aux populations de développer l'agriculture, et notamment l'agriculture en terrasse. Cette agriculture en terrasse était techniquement quelque chose de difficile à réaliser à l'époque. Et en cela, on peut parler d'un génie yéménite en termes d'architecture. Il y a par exemple la célèbre digue de Marib, qui est un ouvrage tout à fait exceptionnel. Ainsi, nous avions un Yémen qui était à la fois riche et à la fois une plaque tournante dans cette région. Cependant, on a assisté progressivement à un déclin des populations du Sud. Ce déclin a eu lieu dans une première partie par l'implication des Perses au Yémen au VIe siècle, qui ont fini par administrer le Yémen. Cette administration perse s'est traduite par un déclin du royaume du Sud et un changement profond. Ce premier changement est arrivé effectivement progressivement avec l'islam, puisque la bédouinisation de l'Arabie du Nord en particulier n'attendait qu'une chose, elle attendait son leader, puisque ces peuples du Nord faisaient en eux-mêmes sens une unité
et ils attendaient leur leader, leur maître à penser, et il est arrivé en la personne de Mahomet. À la suite de cette arrivée, le Yémen s'est progressivement converti à l'islam. La conversion à l'islam du gouverneur sassanide Badan en 628 a entraîné officiellement celle du pays dans son ensemble. Cependant, un peu plus de 2 siècles après, à la fin du 9e siècle, dans le nord du Yémen, à Saada, s'est développé le schisme dont on a parlé, le schisme zaïdite, qui a remis un peu en question cette Pax Islamica sur l'ensemble de la zone. Donc le zaïdisme a été à l'origine fondé par Zaïd ibn Ali, et c'est une branche qui s'est séparée des chiites aux alentours de 740. La thèse principale des zaïdites est celle-ci. Le pouvoir légitime doit être défendu par la force, voire pris par les armes et l'insurrection. En cela, la thèse zaïdite diffère, comme cela a été dit par le colonel, du schisme duodécimain, qui notamment, le schisme duodécimain, reconnaît l'occultation de l'imam, du dernier imam, ce que ne reconnaissent pas les zaïdites. Ainsi, et de plus, le zaïdisme est effectivement très proche du sunnisme, ce qui en fait une différence fondamentale entre zaïdisme et schisme duodécimain qu'on retrouve en Iran, principalement. Après l'islamisation, s'est suivi de successives dynasties différentes dynasties qui ont essayé de prendre le pouvoir au Yémen. Donc on a eu différentes dynasties qui ont professé le zaïdisme, les Youfirides, les Nadjalides, les Souyaïdes, les Zouaïdes. Et autour de ces différentes dynasties, des tribus se sont développées, avec des chefs de clans. Et cela a emmené cette première image d'un Yémen morcelé. Pas morcelé dans un sens négatif, mais morcelé au sens de la complexité, de la diversité de ce pays, qui s'est construit dans cette diversité des clans. Et, à ce moment-là, le schisme zaïdite n'était pas garant de paix, absolument pas. Il était même au cœur de conflits violents, parce qu'au sein de ces tribus, eh bien, les relations étaient bien plus complexes qu'une relation d'unité. Ensuite, entre 1173 jusqu'à 1918, sur toute cette période, le Yémen a connu différentes invasions, différentes influences. Les troupes de Saladin, en 1173, qui étaient sunnites, ont envahi le Yémen. Ça a contribué à fragiliser ces émirats chiites, cette diversité sur le terrain. Et ensuite, l'occupation de l'Empire ottoman a elle aussi joué un rôle tout à fait structurant dans l'histoire du Yémen, avec une hégémonie turque qui a duré jusqu'en 1918. Cependant, en 1962, comme il a été dit, l'armée influencée par Nasser a pris le pouvoir et a aboli l'imama. À ce stade-là, on retrouve 2 Yémen. Un Yémen du nord, l'État imama, et un sud-Yémen qui est finalement issu de la colonie anglaise, qui a pris place au Yémen autour du port d'Aden, donc dans le sud, dès 1839. Et cette division nord-sud qui aujourd'hui structure le conflit a essayé d'être battue en brèche, dépassée en 1978 par Ali Abdallah Salih, qui avait comme ambition de réunir finalement ces 2 Yémen. Cependant, l'influence de l'URSS a effectivement joué un rôle là aussi séparateur. À cette séparation nord-sud qui a été avancée plusieurs fois, on a beaucoup parlé également d'une fracture religieuse. Mais cependant, comme cela a déjà été dit, le conflit ne peut pas être réduit à une opposition sunnite-chiite, pour les raisons que nous avons évoquées.
Et l'appartenance tribale, d'ailleurs, qui reste présente sur le terrain, l'emporte bien souvent sur l'aspect confessionnel au Yémen. Après l'indépendance du Nord Yémen en 1962, il y a eu la création des milices Houthis, qui ont notamment été dirigées par Hussein al-Houthi, assassiné d'ailleurs en 2004, à l'initiative du président qui cherchait à réunir, à unifier le Yémen. Cela aussi, cette date de 2004 peut être prise comme un fait marquant de l'événement de la situation actuelle au Yémen. En particulier l'influence des sunnites yéménites, du wahhabisme saoudien et des frères musulmans, ainsi que du salafisme d'Al-Qaïda dans une majeure partie du territoire et dans le sud, a remis en cause tous ces équilibres religieux traditionnels qu'il y avait au Yémen. Et aujourd'hui, on peut se dire que le Yémen est divisé principalement entre trois groupes, que sont les Haïdites, Al-Qaïda et son dynamisme et son investissement, et enfin l'Arabie saoudite voisine. Ces trois ensembles sont aujourd'hui au cœur de la problématique et sont instrumentalisés par les forces internationales. En particulier, le rôle des États-Unis, notamment dans sa conception, ou du moins sa manière de voir, d'appréhender Aqaba et Al-Qaïda au Yémen, a créé beaucoup de turbulences dans la zone. En particulier, au départ, les États-Unis ont un petit peu laissé faire les Houthis en leur faisant confiance, en se disant qu'ils allaient permettre d'éteindre ce foyer d'Al-Qaïda qui naissait et qui était particulièrement inquiétant. Et puis, ils ont opéré un virage, on pourrait qualifier à 90 degrés, voire à 180, puisqu'ils se sont finalement... ils ont finalement vu dans les Houthis une certaine cinquième colonne chiite, quelque chose de particulièrement dangereux. Et ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'il fallait éviter ça. Et donc ils se sont ralliés à la cause de l'Arabie saoudite. Ainsi, à la haine anti-iranienne qui s'est développée ces derniers temps, s'est ajoutée également une sympathie naturelle pour les sécessionnistes du Sud proches du wahhabisme, voire d'Aqaba. On peut se poser la question suivante. Combien de temps l'Arabie saoudite continuera cette opération séduction avec les salafistes et les terroristes les plus dangereux de la planète? Merci.